Bien, bonjour à tous. Heureuse d'être là et d'accueillir pour cette table ronde, cette première table ronde, où suite à ce qu'a dit et expliqué Henri et les différentes introductions, on va essayer à travers l'analyse de 3 cas particuliers de coopération menée entre les collectivités, mais qui impliquent aussi des acteurs. On va essayer de creuser la question de en quoi la coopération décentralisée avec des projets qui concernent l'économie sociale et solidaire, ça illustre bien et ça sert le principe de nul n'est prophète en son pays, au sens où c'est compliqué au sein des collectivités de faire avancer les politiques publiques qui accompagnent les transitions qu'on a à mener, notamment sur le développement durable, et c'est ce qu'a rappelé Henri. Et finalement, le fait de mener des projets de coopération décentralisés, souvent, c'est un bon moyen, en allant voir ailleurs, de faire en sorte qu'on progresse au sein des pratiques de sa propre collectivité, qu'on soit en capacité d'innover. Et c'est un bon moyen de faire en sorte que l'économie sociale et solidaire ne soit pas juste un supplément d'âme, ne soit pas juste la politique de côté qu'on met en avant pour faire vitrine, mais qu'on fait en plus, mais permettre bien de se reposer des questions sur sur l'ensemble des politiques publiques qu'on mène au sein de sa collectivité pour progresser dans les défis, sur des mobilités, sur la question du numérique, sur des services rendus aux habitants, sur l'habitat, etc. Et donc, c'est ce qu'on va essayer d'illustrer avec les différents acteurs, partenaires, représentants de collectivités qui sont parmi nous aujourd'hui. Et en essayant vraiment bien autour de l'objectif de cette table ronde, qui vise à voir en quoi ces coopérations sur l'économie sociale et solidaire sont facteurs d'innovation en réciprocité, c'est-à-dire que ça vient sur les deux territoires. On va essayer de creuser ces questions de manière un peu, j'espère, interactive, c'est-à-dire que l'idée, ça serait on dit toujours ça et on a des fois du mal à le tenir, on va essayer de faire un effort. De laisser aussi des temps d'échange avec la salle. C'est pourquoi je demanderai, et j'ai prévenu chacun des intervenants des cours dans les interventions, et que j'ai proposé qu'on procède par 3 prises de parole successives pour un petit peu caractériser et qu'on comprenne de quoi on parle, quelle est la coopération. Ensuite, qu'on essaie de voir quels sont les facteurs positifs et qui influent au sein de la collectivité, puis aussi de voir à partir des difficultés, quelles sont les conditions de réussite et de durabilité de ces coopérations. Voilà un petit peu ce à quoi on vous invite pour cette table ronde. Alors, je vais présenter d'abord les intervenants et les 3 projets de coopération, action auxquels on va s'intéresser. D'abord, autour de la ville de Rennes et du département de l'Ille-et-Vilaine. Là, c'est une coopération avec Longueuil au Québec qui va nous intéresser, et autour de l'introduction des coopératives d'initiative jeunesse et qui sont des pratiques un peu courantes au Québec. Et on verra donc comment Emmanuelle Roussel, qui est adjointe à la ville de Rennes et vice-présidente du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, représentant de la collectivité, mais aussi Laurent Prieur, représentant de référent international à THR 35, vous nous expliquer comment vous travaillez ensemble pour mener ce projet de coopération. Deuxième projet qu'on aura l'occasion de regarder concerne cette fois la communauté d'agglo de Cergy-Pontoise avec Rosemary Saint-Germain et sur un projet de réhabilitation et activation des places c'est comme ça que ça se dit, qui font partie intégrante du patrimoine béninois avec une coopération avec Porto Novo au Bénin. Et enfin, on s'intéressera à un projet de coopération entre Pleine Commune et le Cameroun, avec la présence de Patrick Vessano, donc conseiller territorial à l'économie sociale et solidaire en Pleine Commune, et Tobias Sengue-Mem, qui est président du REMSES au Cameroun, mais maire aussi de... Merci. Voilà. Donc, première prise de parole, je vous ai proposé, et je vais vous demander, donc j'insiste, et je serai peut-être un peu drastique sur la gestion du temps, en quelques mots, 3-4 mots ciblés, pour expliciter dans 2-3 minutes, de caractériser. Pour vous, comment vous caractériseriez
ce projet de coopération. Donc, quels sont les mots-clés qui vous semblent ressortir et qui permettent de l'expliciter? Voilà, ça qu'on passe 10 minutes parce que l'objet, c'est vraiment de comprendre quel est l'impact sur la collectivité. Je propose de donner la parole aux gens de Rennes, l'Ille-et-Vilaine d'abord. Emmanuel? Alors, ça n'a pas l'air d'être mieux. Bonjour à tous. Le mot qui, moi, m'est venu en tête, c'est le mot inspirant. Il n'y en a pas qu'un, parce que c'est aussi travail dans la durée. Pour une fois, le cumul des mandats, ça a du bon. C'est-à-dire qu'on peut commencer avec une collectivité, continuer avec l'autre quand ça mature longtemps. Donc c'est vrai qu'on travaille avec le Québec, pas que avec Longueuil, parce que maintenant c'est avec Gatineau et l'Outaouais. Et on peut remercier le GICEF parce que c'est vraiment dans le cadre des partenariats et des rassemblements et des forums GICEF qui ont eu lieu à Montréal puis à Bilbao qu'on a pu construire sur le long terme ce partenariat avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire ici, et des collectivités ici et là-bas. Donc c'est vraiment on s'inspire réciproquement, ensemble, entre acteurs, entre collectivités, entre le Québec et l'Ille-et-Vilaine, et tout ça, ça nourrit un travail collectif et une coopération. Merci. Laurent, pardon. Pour compléter, donc. En complément, ça m'arrive. Ouais, donc nous sommes une structure d'accompagnement des porteurs de projets des territoires à l'émergence et à la création d'entreprises d'économie sociale et solidaire. Et dans ce cadre-là, le partenariat de coopération, je le caractérise sur un terme de dynamisateur, dynamiseur, peut-être plus mieux, en termes de dynamique de pratique, en termes d'échange, de construction et d'interaction avec nos partenaires québécois, qui s'inscrit également dans le temps et le croisant des cultures, des regards, qui nous permet de manière très opérationnelle à travailler, remettre en cause et développer et innover des nouvelles pratiques pour accompagner au plus près les territoires et les porteurs de projets. Merci. Donc, on est sur un partenariat relativement récent, 4-5 ans, c'est ça? Un peu plus? Il mélange de l'informel et du formel. Donc, il a été créé en 2011 à l'occasion du Forum international de l'économie sociale qui avait lieu à Montréal. Et on a trouvé un projet sur une passerelle qui était les coopératives jeunesse de service, qui avait été testé en Nouvelle-Aquitaine, mais qu'on a vraiment adapté en Bretagne et ça a été le début. On n'était pas élus, j'étais pas élue, il y avait la ville et le département déjà, mais en partenaire associé. Et on a construit depuis, avec l'adaptation des CJS, plein de coopératives de territoire. On a mûri les rencontres aussi bien sur la question des clauses sociales, des politiques publiques en ESS, sur la question des incubateurs, sur la question de l'articulation rurale-urbain, la question de la politique de la ville, comment on peut faire de la participation dans le renouvellement urbain, comment on peut faire de la participation au milieu rural. Donc, il mûrit, il s'élargit, et là, on est à un truc qui commence à avoir un peu de volume et d'intérêt, d'où l'importance de la durée et d'un partenariat territorial fort. Donc, on travaille entre nous, ça nous a vraiment aidé sur les acteurs, et puis avec collectivités acteurs, et avec le Québec, on élargit aussi le partenariat. Donc, il faut du temps, vraiment. Juste encore un mot pour bien comprendre ce partenariat. Vous diriez que ça concerne combien de personnes dans la collectivité, élus et services, qui s'intéressent un peu, qui connaissent un peu ce qui se passe? Alors, sur la ville de Rennes, c'est vraiment en partie politique de la ville, donc on est sur un quartier, vraiment. Et là, je pense que ça a mobilisé, ça fait une vingtaine de personnes qui, au final, là. Du côté du département, on commence parce qu'on reprend l'appel à projet, donc on recommence depuis pas longtemps. Donc là, on a associé d'autres, donc c'est peut-être 7-8 personnes en interne, mais c'est beaucoup de partenaires. Et puis, au final, je pense que on a fait un quart pour Bilbao, c'est pas on était plus de 50 Ille-et-Vilaine à Bilbao. Ça va au-delà de ça, c'est que ce partenariat irrigue de la coopération entre acteurs, de la coopération entre élus, de la coopération avec d'autres, donc ça diffuse d'autres choses au-delà de ça. Et vous, Laurent Prieur, dans votre structure, c'est tout le monde est impliqué dans ce partenariat ou c'est juste une partie? Alors, au début, c'est plutôt la
on est une petite structure hein, de 3-4 personnes salariées, donc au début c'est cette structure-là, mais ça irrigue beaucoup aujourd'hui de plus en plus, puisqu'on est une structure qui accompagne des entreprises qui sont de maillage et de développement de réseau, et aujourd'hui ça implique l'ensemble des entrepreneurs, et on est à peu près à 12 entreprises qu'on crée chaque année, donc on est aujourd'hui à près d'une quarantaine de personnes sur Rennes et Ille-et-Vilaine impliquées dans cette démarche. Et dans cette démarche d'accompagnement de projet, on va aussi, ce que je voulais préciser, c'est qu'il y a la question du lien par rapport au temps, comme le disait Emmanuel Rousset, de construction, partenariat avec les institutions, mais ça passe aussi par les relations interpersonnelles, l'action de la confiance qu'on bâtit ensemble à se voir, à se comprendre aussi de manière interculturelle, et puis de manière très opérationnelle sur nous qui sommes des accompagnateurs d'entreprises collectives. Aujourd'hui, par exemple, au-delà des CJS, coopératives jeunesse de service, ça a été aussi d'aller chercher au Québec une démarche et une entreprise qui se très sereine qui s'appelle La Grenouille à Grande Bouche. C'est une revue d'un restaurant participatif qui a été inspiré par le Robin des Bois à Montréal. Dans ce cadre-là, c'est les coopératives funéraires très développées au Québec qui se développent en France, la première étant à Nantes, la deuxième à Rennes, et qui aujourd'hui vont devenir un réseau national au niveau de la France entière. Dans ce cadre-là, donc c'est aussi l'ensemble des entreprises qu'on accompagne, qui sont elles-mêmes des entrepreneurs et des entreprises d'économie sociale qui demain vont aussi travailler aujourd'hui et demain sur la coopération internationale. Merci pour ce premier temps qui nous permet de comprendre un petit peu ce qui se passe autour de Rennes sur la coopération. Je vois que Marie-Rose a pris le micro, donc on va te donner la parole pour que tu puisses expliquer un petit peu ce qui se passe entre Cergy-Pontoise et le Bénin avec les mêmes règles précédemment. Quelques mots qui, de manière concise, expliquent un petit peu, permettent de saisir un petit peu les caractéristiques de ces projets de coopération. Alors, moi, le mot qui me venait à l'esprit, c'était le mot ouverture. Déjà, dans nos pratiques de coopération, l'ouverture, elle s'est créée en 2008, en réalité. C'est une ancienne coopération hein, avec la ville de Porto Novo au Bénin. Et donc, il y a eu deux éléments importants qui se suivent en 2008. D'abord, la nouvelle intercommunalité a choisi de mettre en avant l'économie sociale et solidaire. Et donc, la délégation a été créée, elle m'a été confiée, et j'avais déjà la délégation de la coopération décentralisée, donc ça s'est retrouvé dans le même périmètre. Donc, évidemment, la première idée qu'on a eue, c'était de faire du lien et de solliciter un acteur local de Cergy-Pontoise pour participer à nos projets de coopération avec la ville de Porto Novo. Et donc, cette première expérience, elle s'est faite avec une association qui est une structure d'accès à l'emploi, enfin une structure d'insertion à l'accès à l'emploi. Elle s'appelle Incite Formation. Elle est spécialisée dans le multimédia, l'infographie, la communication. Et donc, le premier chantier, c'est un chantier école sur un projet informatique sur la ville de Porto Novo. Voilà. Et aujourd'hui, 10 ans après, quasiment, eh bien, on vous présente dans la fiche que vous avez dû voir, j'espère, le projet que tu as évoqué, qui est effectivement un projet sur le patrimoine de la ville de Porto Novo. On travaille sur cette question qui est importante là-bas. Et donc, c'est la réhabilitation de places. Et ce qui est très intéressant, c'est que on a, pour la première fois, et c'est pour ça que je parle d'ouverture aussi, eh bien, on a réussi à travailler véritablement avec la population, de co-construire les projets avec l'acteur Cergy-Pontoise, acteur béninois, de co-construire avec les habitants. Et donc, à travers la réhabilitation culturelle des places, eh bien, on a boosté l'activité économique parce que c'est des lieux effectivement de rencontre, ces places, mais aussi des lieux d'échange, des lieux de commerce, des petits commerces des femmes en l'occurrence. Donc, il y a eu réhabilitation de tout cela. Et dans l'évolution du projet, il y a un aspect touristique, c'est-à-dire les places réhabilitées deviennent des lieux touristiques. Donc, on a une association des habitants, enfin du quartier, hein, de la place,
a été créé et ils ont créé une activité de guide, voilà, formation de guide, donc création d'emplois. Il y a aussi la distribution d'eau qui a été faite sur la place avec l'engagement, là aussi un emploi de vendeuse d'eau. Donc voilà, activité rémunératrice et pérenne. Merci pour cette description. Juste avant que je précise un point, une minute, si tu peux nous dire aussi combien de personnes au sein de la collectivité de Cergy-Pontoise, combien de collègues élus qui s'intéressent, qui connaissent le sujet et comment c'est regardé cette initiative. Mais avant, je veux juste dire que non, vous n'avez pas les fiches parce qu'on a eu un petit souci, le dossier. Il n'y a pas de dossier participant comme vous l'avez remarqué parce que le colis n'est pas arrivé. Mais elles seront mises en ligne sur le site où elles sont déjà. Et puis elles pourront être envoyées aussi si vous laissez votre adresse mail. Mais on est désolé, on s'excuse. Contre-temps. Alors moi, je dois dire que les actions de coopération décentralisée auront toujours été regardées avec bienveillance dans ma collectivité. Je le précise parce que c'est pas clair. Voilà. Donc bienveillance. Mais de la bienveillance, on est passé à l'intérêt. Et énormément de mes collègues élus sur le temps de nos actions, le temps long de nos actions, ont fait le déplacement avec moi en mission, sur leur, bien évidemment, sur leur délégation et leur spécificité. Il y a véritablement une collaboration à l'interne, dans la collectivité, dans l'intercommunalité, sur ce sujet. Et puis peut-être, mais dans un deuxième temps, je dirais ce que ça a apporté par rapport à la structure d'insertion qu'on avait sollicitée. Bien volontiers, mais c'est bien carré ça pour la suite. Merci. Merci bien pour ce témoignage qui donne un éclairage différent par rapport à la même historique et par rapport au précédent témoignage. On va passer maintenant à s'intéresser à la coopération entre Plaine Commune et le Cameroun. Je ne sais pas si je donne d'abord la parole, peut-être, même règle, pour qu'en quelques mots, vous caractérisiez cette coopération. Et puis, Merci. Patrick pourra compléter. Merci. Je dois dire que nous avons une expérience particulière et la coopération qui se fait entre Plaine Commune et le Cameroun, se fait pour le moment avec une commune particulière. Et nous sommes ici dans le cadre du REMSES, Réseau des maires camerounais pour l'économie sociale et solidaire. Et parce que justement, les maires du Cameroun ont pris conscience que c'est ensemble qu'ils peuvent relever les défis de l'économie sociale et solidaire. Et je devrais d'abord vous dire un mot sur le REMSES, qui, depuis un certain temps, dénote une certaine conscience de l'ESS au Cameroun. Nous avons commencé par rédiger une déclaration d'intérêt pour le développement de l'ESS dans nos territoires en juillet 2016. Nous n'étions que 5 maires. Donc, au fur et à mesure, les autres collègues, le REMSES compte aujourd'hui 197 communes. Vous comprenez, sur 360, que nous sommes en train d'aller de façon évolutive. Et le REMSES est l'un des nouveaux-nés de l'AMF, parce que nous avons été adhérés à l'AMF en 2018, en novembre 2018, lors de sa dernière assemblée générale. Et nous avons pensé qu'en termes de coopération internationale, nous sommes à la première étape, nous sommes en train de cogner à la porte en tant que groupe de maires. Vous avez devant ici pratiquement 7 maires membres du REMSES qui sont venus dans ce forum pour apprendre, essayer de montrer. Nous avons monté un projet qui, nous sommes donc demandeurs pour la coopération internationale et nous sommes preneurs. Merci pour cette courte introduction. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot
plus particulier de la relation avec Plaine Commune? Je l'ai dit au départ, la relation avec Plaine Commune a été faite avec une commune particulière. D'accord. Donc, actuellement, nous sommes en train de vouloir nous introduire dans cette coopération internationale dans le cadre du REMSES, c'est-à-dire l'ensemble des maires membres du REMSES. D'accord. Patrick, si tu peux expliquer un petit peu l'histoire de cette coopération récente. Oui, juste très rapidement, d'abord, je voulais saluer le REMSES avec qui j'ai fait connaissance à Bilbao, parce que c'est une initiative courageuse dans une partie de l'Afrique qui n'est pas forcément la plus calme de chacun de ceux. Alors, qu'est-ce qui a bien pu intéresser Plaine Commune à une coopération de ce type? Plaine Commune, en quelques mots forcément lapidaires, c'est 450 000 habitants, une commune très populaire et dense au nord de Paris, qui était un très ancien territoire maraîcher, puisqu'on était chargé de fournir l'alimentation à la cour du roi de France. Ensuite, ça a été une très grande plaine industrielle, et c'est aujourd'hui un grand pôle d'activité tertiaire, avec beaucoup de sièges d'entreprises, mais une majorité, même une très grande majorité, de petites et moyennes entreprises. Et ce territoire est aussi un territoire de migration, puisqu'on a à peu près 140 origines nationales qui se côtoient dans une ville comme Saint-Denis. Et en même temps, le chômage reste à un niveau qui est très préoccupant, et la pauvreté, si on s'en tient aux chiffres officiels, accentuée par les précarités, c'est quand même le quotidien d'à peu près un quart des familles de ce territoire. L'ESS est un truc très ancien à Plaine Commune, puisque dès les années, d'abord les premières coopératives de logement sont de Saint-Denis au début du siècle précédent, et dès le début des années 90, en parallèle de la construction du Stade de France, on s'est engagé sur cette économie, d'ailleurs, et de façon alternative à ce qu'est le développement du capitalisme mondialisé. Et d'ailleurs, la mission qui porte l'économie sociale et solidaire s'appelle désormais Direction du développement local de l'économie sociale et solidaire et des économies alternatives. Ce n'est pas tout à fait un lien. Et donc, cette ère de migration et de cosmoculturalité, on a développé des coopérations avec des villes, des territoires étrangers, en particulier en Afrique, en Amérique latine et en Palestine. Donc, il y a une habitude à la fois institutionnelle et dans ce qu'on appelle la société civile de développer des coopérations de ce type-là. Et bien sûr, l'histoire politique et économique de notre territoire, elle a joué un rôle dans cette coopération, dans l'intérêt qu'on y porte, et la volonté de coopération internationale dans la question du développement économique, dans les solidarités quotidiennes ou dans la santé, c'est à la fois une constante et c'est très inscrit de l'action publique. On a par exemple la direction de l'eau et de l'assainissement, un technicien qui est chargé de travailler aux coopérations, la dernière en date étant avec la ville d'El-Qadar, partiellement occupée par les autorités d'Israël. Donc on a y compris des moyens institutionnels qui viennent appuyer des initiatives citoyennes. C'est donc dans ce cadre-là qu'on développe nos coopérations. On a une coopérative qui a été pionnière dans le commerce équitable, qui s'appelle Andine, qu'on a livré un bus PMI à Case, en Sahel, il y a 6 ans maintenant, et qu'on travaille aujourd'hui à une coopération entre coopératives de femmes de Plaine Commune et du Cameroun. Et coopératives de femmes, j'insiste là-dessus. S'il y avait peut-être un mot à retenir, ce serait celui-là, enfin le terme coopérative de femmes, parce que dans nos cités, quand même, c'est 30% de familles monoparentales. Les mecs, c'est 0,01%. Celles qui font la vie concrète dans la cité, qui s'y investissent, sont essentiellement des femmes. Et sur les 800 entreprises de l'économie sociale et solidaire de la commune, 9 000 salariés qu'il y a, la part féminine est extrêmement importante. Et en plus, nous mettons du pognon, nous, dans l'appel à projet ESS, de façon à soutenir des initiatives de femmes migrantes, de façon à ce qu'elles construisent leur activité, leur autonomie, y compris par rapport à leur conjoint. Je suis, moi, extrêmement attaché depuis 15 ans, quand on a créé les premières structures par rapport à ça, à ce que nous développions cette coopération. Et le fait de pouvoir développer entre les coopératives de femmes qui existent à Plaine Commune et ce qui peut exister en Afrique, à la fois en termes de production, en termes de conditionnement, on est en train de travailler à pouvoir loger les coopératives camerounaises dans une zone d'activité Astin, en l'occurrence,
et en même temps de participer à la diffusion. Et le premier succès qu'on a eu à la Foire du savoir-faire solidaire de Saint-Denis en décembre 2018 nous indique qu'on est dans le bon chemin. Voilà, tout ça, ça participe d'une certaine façon pour nous de construire un autre commerce, un autre type d'échange et, si on peut l'espérer, un autre monde demain. Merci pour ce premier tour de table qui permet de caractériser les 3 exemples de coopération et qui montre, je trouve, comment, parce qu'on est bien dans le domaine de l'ESS, la qualité de ces échanges n'est pas, je ne sais pas, sous n'importe quelle valeur, quoi, et qu'on voit bien à travers les mots qui ressortent, bienveillance, inspirant, une communication courageuse, coopérative de femmes, en fait, c'est des mots qui sont quand même des marqueurs de l'économie sociale et solidaire. Je vais vous redonner la parole là sur chacun des projets parce que j'aimerais qu'on rentre un petit peu dans la boîte noire de ces projets de coopération. Sur le côté positif d'abord, est-ce que vous pouvez dans chacun des exemples, essayer d'expliquer en quoi les aspects bénéfiques de la coopération directe, on les pressent, enfin vous les avez un petit peu explicités, et puis c'est pas ça qu'on peut creuser dans cette table ronde. Est-ce que vous avez l'impression que ces projets de coopération, ils irriguent, ils impactent d'autres politiques publiques qui sont internes à vos collectivités? Comment ça se passe? Est-ce que ça diffuse, quoi? Voilà. Je donne la parole à Rennes, par exemple. Alors, oui, c'est vraiment un objet transversal. Comme, en fait, nous, la coopération, elle est basée sur l'économie sociale et solidaire. Donc, tout a été, et comme l'ESS, ce n'est pas un secteur d'activité, c'est multisectoriel. Ce qu'on a travaillé le plus avec le Québec, c'est la question de faire communauté. C'est comment un territoire fait du développement local. Et c'est vrai qu'en France, et peut-être chez nous, c'est quelque chose qu'on avait un peu oublié. C'est-à-dire que on fait du développement économique, on fait du développement culturel, on fait voilà, plein de choses, de l'urbanisme, on fait du partenariat, on fait tout ça, mais comment on fait ensemble à l'échelle d'un territoire avec aussi bien des techniciens, des élus, des partenaires associatifs, coopératifs, des entreprises, d'autres strates de collectivités. Et vraiment, ça a été le fait d'aller au Québec ensemble, avec aussi bien des habitants, des salariés de projets du territoire, des bénévoles de projets du territoire, des techniciens de la collectivité, des élus de différentes cultures, de vivre un moment ensemble, de voir les mêmes choses. Évidemment que du coup, on monte en compétences communes, on a des communs, et pas juste une représentation de chacun avec son regard qui est spécialisé. Donc, cette approche vraiment collective, et comme en plus la culture québécoise est d'office sur des tables de concertation, on n'oublie aucune partie prenante, ça nous a renvoyé à cette question-là. Sur la question aussi des modèles économiques, en France, on attend beaucoup du public et c'est légitime au regard de notre parcours, notre histoire. Au Québec, ils ont un peu morflé ces derniers temps, donc c'était déjà dans une culture un peu plus libérale et là, ils ont dû faire face. Donc la question des modèles économiques hybrides, oui, on peut avoir des bénévoles dans une SIC. Et ben, même si légalement la France l'autorise, il a fallu qu'on aille au Québec pour que mes collègues élus ou des techniciens s'autorisent à dire ah bah oui, des bénévoles dans une SIC, c'est possible. Donc c'est toute cette plus-value. Et puis, ben, quand on vient présenter, les Québécois sont venus par exemple sur tout ce qu'on faisait sur les clauses sociales et sur les marchés publics. On s'est rendu compte qu'au final, on n'est quand même pas si mauvais que ça. C'est-à-dire qu'on a tendance à, l'adage, quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, on se console, c'est un peu ça. C'est-à-dire que le fait de présenter des choses à d'autres, ça nous oblige à communiquer mieux, à valoriser ce qui est fait. Et c'est vrai que des fois, on peut oublier la phase de valorisation et ça redonne confiance, ça réoutille, ça remotive sur ces enjeux-là. Et puis, ça nous fait, comme on est sur un partenariat de qualitatif et de confiance, on s'oblige à aller plus loin. C'est-à-dire qu'il y a une vraie coproduction d'ingénierie ensemble avec les Québécois sur à la fois la question de politique publique co-construite, sur là on va avoir un atelier quand ils viennent en octobre sur la question de politique de R&D en innovation sociale partagée entre l'Outaouais et l'Île-et-Vilaine. On arrive à avancer sur des choses d'outils communs et ça nourrit du coup chacun, puis le pont est vraiment là.
Merci. Peut-être Laurent Pouillard, en complément, comment cette initiative avec IRIG dans les autres acteurs que vous voyez au sein du département et aussi votre ressenti dans cette relation avec la collectivité. Ben oui, pour prolonger sa question d'irrigation, elle irrigue justement sur l'ensemble des. Emmanuel Rosset parlait des parties prenantes, mais moi, je suis plus sur les questions des acteurs, des entrepreneurs d'économie sociale et solidaire. Par définition, l'économie sociale et solidaire est territorialisée, donc très fortement ancrée sur son territoire. Et parfois, on oublie des fois de regarder au-delà de son territoire national, mais encore plus international. Et même si on est dans une démarche, dans une période, dans une ère d'organisation, de déplacement, etc., il y a le fait de regarder en quoi ça peut m'apporter moi dans mon entreprise qui vient de se créer. Le fait d'aller au Québec et de rencontrer d'autres acteurs, c'est pas une culture, c'est pas une histoire. Est-ce qu'il y a des points communs très importants et dans ce cadre-là, ça irrigue par rapport à cette question justement d'aller voir, de rencontrer, de confronter les cultures et d'en ramener. Je prenais tout à l'heure des exemples de dire on a ramené, on s'est inspiré d'exemples, mais ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos partenaires québécois ont mis en place une démarche d'incubateur que nous on a portée et qu'on a échangé avec eux et qui construisent et qu'on adapte après dans nos territoires et dans nos pays à des publics, à des spécificités, etc. Donc cette irrigation, elle se propage, elle se maille et ce que je trouve intéressant nous par rapport à la démarche, c'est que du coup elle s'inscrit d'entrée dès la création de l'entreprise. Nous, TAC 35, ça veut dire trajectoire agile, on l'a intégré dès le départ cette question de coopération internationale et avec les entreprises avec lesquelles on travaille, qu'on fait émerger, qu'on accompagne, du coup, elle l'intègre dès le départ. Alors après, elles vont le développer ou pas, mais n'empêche que c'est intégré dès le départ et cette question de développement et de travailler à l'international et d'échanger fait partie du coup de leur ADN et ça produit des choses très intéressantes aujourd'hui et demain encore plus puisque on parlait des CJS, coopératives jeunesse de service, que nous on a adapté en France et qu'on décline sur différents publics et aussi différents territoires qui aujourd'hui on parle des coopératives de territoire par rapport à cette démarche et eux sur la question de la jeunesse et de la ruralité par exemple on va travailler prochainement avec eux pour aller encore plus loin et quand je dis nous c'est les entreprises collectives et coopératives créées par le fondateur TAC 35. Merci pour ce témoignage, je trouve vraiment intéressant votre façon d'expliquer comment l'ouverture et l'échange consolident sa propre identité et la force et la caractéristique de son territoire. C'est assez intéressant. Peut-être je vais donner la parole à Patrick d'abord pour un petit peu décrire la même chose. Voilà. Moi, je trouve que le principal intérêt de cette coopération, c'est Foucault parlait de libération par le travail. C'est comment on fait pour que des femmes dans nos quartiers qui veulent construire leur autonomie, qui veulent construire leur activité d'une façon sur un modèle économique et sur un modèle social qui se tient, qu'est-ce que ça dit et qu'est-ce que ça rencontre avec des femmes camerounaises qui ont, dans les conditions qui sont les leurs, globalement la même démarche. Et comment on fait pour eux que la solidarité entre les deux ne soit pas seulement un mot d'institution à institution, et que ce soit une conséquence très concrète. La réponse, c'est lorsque on permet à. Je prends l'exemple de la fin des savoir-faire solidaire de Saint-Denis en décembre. Lorsqu'on permet, il y a 30 000 visiteurs, 30-35 000 grosso modo, de donner cette visibilité-là à cette partie commerciale. Lorsque on permet, dans une zone d'activité, plutôt que de prendre j'ai rien contre les Chinois, mais un énième entrepôt chinois, on dit voilà, cette cellule-là, à côté d'Andine, ça va être les coopératives de femmes camerounaises qui vont s'installer là pour pouvoir faire leur conditionnement et pour pouvoir ensuite développer leur activité ici. Voilà. Je trouve qu'à la fois, c'est un retour d'intérêt de la part de la France dans cette puissance coloniale, et en même temps, c'est aussi construire des nouveaux rapports qui permettent à des gens, à des personnes très, très concrètes, très réelles, de construire leur autonomie, de construire leur activité économique. Et je vois bien l'impact que ça peut avoir, y compris à l'intérieur de l'institution pleine commune ou de la ville de Saint-Denis. Parce que ça veut dire que dans le cadre de la mission ESS et économie alternative, eh ben, c'est des personnes qui travaillent là-dessus, parce que ça. C'est pas parce que je vais claquer dans les doigts au Cameroun va dire il faut d'accord, faut qu'on ça va se faire tout seul. Hein, ça, c'est pas vrai. Mais en même temps, ça interroge, mais quelle priorité on donne dans le commerce?
quelle priorité on donne dans l'aménagement. Alors, il y a une relative habitude, j'ai dit tout à l'heure, pour que l'ESS elle ait une priorité dans la construction, dans l'accompagnement de la création d'entreprise, par exemple, dans les questions commerciales. Il y a encore un commerce équitable qui va s'installer en face de la mairie d'Estaing dans probablement 2-3 semaines, enfin à la sortie de l'été. Voilà. Donc ce sont des choix très concrets et c'est ça que cette coopération avec les coopératives de femmes camerounaises, elle va pouvoir développer. Et j'ajouterai en même temps que, évidemment, il n'y a absolument rien d'étonnant. Parce que dans une ville comme Saint-Denis ou un territoire comme une commune, on puisse, au marché de Saint-Denis ou dans les commerces, naviguer entre des produits africains, des produits palestiniens, indiens. On fait le tour du monde en 400 États, il n'y a pas de problème. Et en même temps, donner un sens sur la façon dont on construit une autre façon de faire le monde, je réinsiste là-dessus, sur les ponts qu'on construit très concrètement entre les deux rives de la Méditerranée. En plus, on est un certain nombre à penser que dans la situation où est la planète aujourd'hui, l'état du désordre international, c'est une question prioritaire. Merci. Je vais d'abord redonner la parole à Rose-Marie avant de revenir vers vous. Pour même question au sein de Sergi Pontoise, comment ça irrigue sur d'autres politiques publiques, voilà, est-ce que c'est proche de ce que vient de décrire Patrick, est-ce que ça est, etc. Oui, c'est proche. Mais ce qui est intéressant, et je mets un peu le focus sur l'entreprise d'insertion que nous avons sollicité comme acteur de notre projet, sur Sergi Pontoise. Voilà, c'est une association que l'intercommunalité soutenait sans plus, hein, voilà. Là encore, il y avait de la bienveillance, mais ça s'arrêtait là. Et il a fallu faire ce grand voyage sur le projet béninois pour que on découvre à quel point, déjà qu'on découvre vraiment l'activité de cette entreprise et à quel point elle avait de l'intérêt pour notre territoire. Et de l'intérêt par rapport effectivement à son objectif d'insertion. Je tiens à dire que les jeunes qui sont partis, les jeunes français, enfin, Sergi Pontin qui sont partis sur la première mission, donc qui étaient des jeunes en déshérence et en recherche d'emploi à minima, tous ces jeunes en rentrant ont trouvé du travail. Ils sont tous revenus à l'emploi. Et depuis 10 ans, à chaque fois qu'on a fait des missions, les jeunes qui étaient partis ont trouvé un emploi. Alors peut-être qu'on y reviendra, c'est surtout aussi parce que les missions qu'ils ont faites avec nos partenaires béninois leur ont redonné une autre image d'eux-mêmes. Et ça, c'est très important, on le sait. Donc, alors ça, c'est un premier aspect. Et donc aussi, un autre retour, c'est que découvrant l'activité de l'entreprise, hein, j'ai parlé d'infographie multimédia, etc., eh bien, une collaboration est née avec le service informatique de l'agglomération, alors qu'on n'avait jamais eu l'idée de faire appel à ce type d'organisme parce que c'est une association, parce que c'est pas une grande boîte de com, parce que peut-être c'est de l'insertion. Je ne sais pas quel préjugé on peut avoir, mais en tout cas, depuis, un site est devenu un prestataire du service communication. Et en plus, puisqu'il y a 13 communes dans ma collectivité, eh bien, ils ont été aussi sollicités par plusieurs villes, plusieurs communes pour des prestations. Voilà. Et ça, ça me paraît quand même être un beau succès. Voilà, oui, tout à fait. Merci bien pour vos différents éclairages sur cet aspect, comment ça irrigue. Peut-être je vais vous redonner la parole, bien pour que comment vous réagissez en entendant ça. Est-ce que, peut-être plus sur le RMSS, est-ce que votre réseau, si on a bien compris le objectif de développer l'économie sociale et solidaire au Cameroun, est-ce que vous avez aussi, j'imagine, cet objectif que ça irrigue sur d'autres politiques publiques et comment vos retours? Oui, merci. Je dois dire que tout ce que nous venons d'entendre m'inspire davantage et me permet de partager une expérience particulière que nous venons de pratiquer ici. Une expérience inédite de coopération
entre les coopératives structurées au sein des réseaux locaux de l'économie sociale et solidaire que nous avons appelés les relais du Cameroun et les coopératives de la localité de Saint-Denis, ici en France. En 2018, la commune de Saint-Denis a permis la participation des coopératives du Cameroun à la foire des savoir-faire qui représente une véritable tradition dans cette localité. Des produits moins exigeants des coopératives de femmes au Cameroun ont été présentés et vendus comme des bouts de pain lors de la dernière édition de cette foire. Et cette démarche a été tend à se pérenniser à travers la volonté des pouvoirs locaux. En discussion actuellement l'intégration de marchés et l'octroi de locaux qui pourront permettre le conditionnement des produits pourtant de qualité, mais dont les femmes ne maîtrisent pas encore le packaging. Cette démarche qui n'est qu'encore qu'à son stade initial est pour nous une parfaite illustration d'un renforcement de la place des acteurs de l'ESF. Ici et là, dans la coopération décentralisée, à réinventer pour l'adapter aux exigences des innovations actuelles. Nous sommes en train de vouloir multiplier ce genre d'expérience avec des villes de France dans le cadre de cette coopération décentralisée, parce que nous sommes en train de systématiser, n'est-ce pas, de multiplier des projets analogues au niveau de nos territoires. Et ceci permet, n'est-ce pas, de réaliser un certain nombre de programmes des ODD. Et ça permet de maintenir sur place, dans nos localités, que nous aurons viabilisé les gens, les enfants, ou alors les femmes ou les hommes qui voulaient partir de ces territoires parce que non viables, et de faire revenir ceux qui en étaient déjà partis. Donc, nous pensons que nous allons continuer dans ce sens-là, avec des projets innovants. Merci pour ce retour et cet éclairage aussi différent. Les répercussions, c'est très intéressant. Vous allez bientôt avoir la parole dans la salle, mais avant, j'aimerais vous redonner encore une fois la parole pour que vous citiez quand même, parce qu'on n'est pas non plus dans un monde de bisounours et on voit bien tous les intérêts. Personne n'en doute, vous les explicitez bien, mais tout ça n'est pas, j'imagine, un long fleuve tranquille. J'imagine que chacun de vos projets rencontre des difficultés. Ça serait bien si vous pouviez en évoquer une qui vous paraît importante et qui, du coup, permet de formaliser une condition de réussite et d'installation dans la durée de tel projet de coopération. On va changer, je ne vais pas te donner la parole, Emmanuel, tout de suite. Marie-Rose, Rose-Marie, pardon. C'est pas grave. Oui, alors, c'est vrai, dans le projet lui-même, j'ai parlé tout à l'heure de la pérennité des emplois à Porto Novo, hein, sur le tourisme, etc., etc. Et donc, on pourrait considérer effectivement que ça, c'est quelque chose de très ancré et c'est un beau succès. Mais malheureusement, je reprends le terme de pérennité, elle est fragilisée, cette pérennité, tout simplement pour des raisons politiques. Voilà. Enfin, en ce moment, elle est fragilisée à Porto Novo, mais demain, ça sera peut-être à Cergy-Pontoise. Pas du tout pour mettre en cause l'acteur. Mais peut-être, c'est vrai qu'on est allé très vite, enfin très vite, ça a duré 10 ans quand même. Mais sur 10 ans, il y a eu plusieurs équipes municipales. Hein, ça, c'est important à savoir. C'est-à-dire que l'équipe municipale à Porto Novo, qui avait été les premiers acteurs, hein, et les premiers demandeurs, a changé. Donc, il fallait que la nouvelle équipe se réapproprie le projet, etc. Et malheureusement, elle ne se l'est pas réappropriée. Et nous, on qualifie de succès tout ce qui a été fait avec la population. C'est devenu sur place, bon, je grossis un peu le tableau, mais c'est pour être rapide et clair, c'est devenu une concurrence politique, alors que ce n'était pas du tout l'intention ni du projet, ni des personnes, mais voilà, c'est vécu comme ça. Ce qui fait que, évidemment, là, ça met grandement en péril quand même l'évolution de
de cette dynamique. Hein. Alors après, bon, on pourra me dire, oui, mais les acteurs locaux qui sont toujours là, toujours dynamiques, etc. C'est vrai que c'est une perspective intéressante parce qu'ils sont tellement porteurs de quelque chose de positif qu'ils le défendront. Mais voilà, il reste que c'est quand même là une pièce du puzzle qui pèse très lourd et qui est un peu difficile à gérer. Mais encore une fois, demain, il y aura peut-être des changements politiques chez moi et on aura la même difficulté. Non, mais c'est intéressant de mettre le focus là-dessus, parce que je pense que c'est une vraie réalité des enjeux de coopération et d'économie sociale et solidaire, et dans les collectivités avec qui vous êtes partenaires, mais aussi dans nos propres collectivités, parce que justement, ça renvoie à comment ces projets sont installés. Patrick, par exemple. Oui, bah, j'entends bien ça, mais je pense aussi que le frein principal, il est certainement que si la circulation des marchandises et des capitaux, ça y va banco d'un bout à l'autre de la planète, la circulation des personnes, ça, c'est un peu plus dégueulasse et c'est un peu plus compliqué. Et dans les affaires qui nous occupent, là, eh bien, c'est vrai que là, on a toute une série d'obstacles qui sont d'ordre juridique, qui sont d'ordre financier, qui sont aussi d'ordre technique. Il y a un coût du transport, enfin, voilà. Et donc qui nous oblige, y compris à ne pas concevoir cette coopération comme étant un fil, tout ce qu'on veut, qui soit mis entre une initiative ici à Plaine Commune et une initiative là-bas au Cameroun. Et qui en même temps insémine de façon différente nos façons de travailler, nos façons de faire commerce, nos façons d'être, d'aménager nos propres espaces. En tout cas, je parle pour moi, parce que je n'ai pas aucune légitimité pour parler d'aménagement des espaces dans les villages du Cameroun, on s'entend bien. Et du coup, ça nous oblige à réinterroger comment nous produisons, comment nous faisons commerce, comment nous réorganisons notre façon de faire la ville et dans la ville de construire ce mode d'activité. Et ça c'est un frein qui est extrêmement concret, extrêmement possible, extrêmement pesant. Il faut quand même des mois pour qu'on fasse comprendre que voilà, sur un local d'activité classique, un peu de marcoiserie comme d'habitude, et ça c'est juste un dégoût. Et en même temps, ce frein-là, même dans des institutions plutôt progressistes, se retrouve au-delà même des incertitudes électorales, si je peux dire, dans des administrations dont aujourd'hui toute une partie des directions ont quand même juste une règle à calculer à la place des neurones dans le cerveau, donc dont le premier réflexe c'est de dire 1, combien ça coûte, 2, qu'est-ce qu'on risque, et 3, tu crois que c'est bien sérieux, on va faire quoi. Et je le dis pour ma propre direction générale, comme je pourrais le dire pour d'autres. Donc ça, mais d'un autre côté c'est intéressant parce que ça nous oblige à innover, à construire un modèle économique qui soit le plus autonome, le plus indépendant possible, comme l'activité des femmes, des coopératives de femmes, qui soit le plus autonome possible des institutions et des classes décidantes. Merci. Merci pour ce témoignage qui part de terrain, mais qui a aussi, à mon avis, un caractère assez général. Emmanuel? Ouais, je vais rejoindre un peu les collègues. Pour que ça tienne, il faut du temps. Et du temps, un peu d'argent quand même, mais c'est comment, pour que ça fonctionne, il faut sortir d'institutionnalisation. C'est-à-dire que moi, j'ai bien vu, le projet, il a émergé par des rencontres interpersonnelles d'acteurs de l'économie sociale et solidaire, que ce soit collectivité ou acteurs, enfin, de militants un peu de l'économie sociale et solidaire d'un part et d'autre. Quand ça a été dans le cadre de la collectivité, il fallait que ça rentre dans un cadre très classique. Et au bout de 2 ans, le cadre était fini. On ne pouvait pas continuer. Donc, il a fallu, là, on a trouvé le truc de changer de collectivité. Et ça permet de redonner un peu de temps. Mais ce projet, il a toutes ses chances de continuer parce qu'on a réussi à le construire de manière plus large que l'institution. Ce n'est pas qu'un projet département d'Ille-et-Vilaine, c'est un projet de territoire. C'est l'Ille-et-Vilaine qui coopère entre elles, avec aussi bien des communes rurales, un pôle de l'ESS, TAG, etc. Et avec les Québécois, c'est pareil. On a eu un temps avec Longueuil, et puis Longueuil, ça a changé d'équipe municipale. Mais comme on avait des acteurs de l'ESS qui, eux, étaient bien installés sur leur territoire, on continue cet échange-là avec Gatineau. Et c'est bien les mêmes acteurs au final, mais avec des casquettes un peu différentes. Donc, pour avoir du temps, il faut contaminer le plus possible de gens sur le territoire pour que ça devienne un projet collectif et pas le projet d'une institution, quelle qu'elle soit. Voilà. C'est vraiment d'en faire
un objet un peu non identifié qui ne rentre pas dans les cadres classiques et qui, du coup, peut se faufiler un peu à droite à gauche. Mais la question du temps, elle est vraiment importante. Du temps, de la conscience, c'est-à-dire qu'on se voit, ça veut dire que des fois, entre deux missions officielles, eh ben, on accueille en vacances, on va en vacances, voilà, on mélange aussi des fois des choses pour que ça continue d'une forme ou d'une autre. Laurent, peut-être dans l'écho à ça, ou du point de vue des acteurs. Oui, moi, je confirme la question du temps, la question de l'investissement en formation des projets militants, aussi entrepreneuriaux, mais aussi militants. Et puis, je dirais la question des moyens. Enfin, pour nos structures, c'est aussi d'avoir des moyens financiers, techniques, parce qu'on a aussi l'activité, des métiers, etc., qui nous occupent beaucoup. Et même si on l'intègre d'entrer dans la démarche de notre structure, c'est quand même du temps qu'on passe à côté. Et cette dimension aussi qui a été dite de collectif, une pérennité. Enfin, on sait que le temps de la démocratie, le temps des institutions, n'est pas le temps des personnes, n'est pas le temps des entreprises. Et donc, comment on peut travailler sur des collectifs pour aussi, on parlait tout à l'heure d'irrigation, mais de la question de la relève et de la transmission. C'est aussi comment, parce que ça passe beaucoup par une initiative, au départ, d'une institution, d'une personne, d'une dynamique, et comment cette dynamique, elle se fait collective, et elle se passe entre nous, mais elle se passe aussi dans le cadre de ce que les Québécois appellent la relève, et elle se transmet par rapport à ça pour faire système derrière. Tobias, un mot pour aussi votre point de vue sur ce que vous rencontrez comme difficulté aujourd'hui. Je dois dire que la mise en place d'une bonne conscience de l'ESS demande justement du temps et des moyens. Nous avons beaucoup de défis à relever. Nous sommes d'abord au niveau où nous devons restructurer le système de l'ESS par les acteurs accompagnés. Et il faut que nous ayons une certaine autonomisation des collectivités territoriales décentralisées à travers la promotion de l'ESS et la création des richesses locales. La promotion des coopératives de services au sein des localités pour créer de multiples emplois décents et durables. L'appui à l'élaboration de stratégies communales. Parce qu'il est question que nous sommes dans un réseau, il faut que nous ayons une certaine stratégie communale de soutien au secteur de l'économie sociale et solidaire. La formation d'une ressource humaine, parce qu'on a encore ce problème-là. Il faut former, n'est-ce pas, nos agents communaux à l'ESS et même les exécutifs, parce que nous en sommes au niveau où il faut convaincre, n'est-ce pas, même les exécutifs à cette idée d'économie sociale et solidaire. Les ressources humaines, nous avons dit, l'appui au plaidoyer pour le développement des politiques en faveur de l'ESS au sein des collectivités territoriales décentralisées, l'insertion du réseau dans des dynamiques de partenariat et d'échange au sein de l'écosystème international de l'ESS. Nous sommes en train d'engager cette démarche-là. Je crois que c'est hier que je donnais le dossier pour que l'ORMSS puisse entrer au GSF. Je crois que c'est autant de choses qu'il nous faut pour avoir des plateformes, d'échange de bonnes pratiques, d'accompagnement. Nous remercions, nous profitons de l'occasion pour remercier l'AMF qui vraiment nous a appuyés jusque-là pour être au niveau où nous sommes. Le développement des réseaux d'élus dynamiques, structurés et performants qui permettront la pérennité des actions engagées en faveur de l'ESS au sein des communes. Voilà, on peut ramasser les quelques défis auxquels nous faisons face. Merci. Là vient aussi ce à quoi on est confronté. Je pense que voilà, ces différents témoignages ont bien illustré la problématique en quoi les coopérations et l'ESS sont facteurs d'innovation dans différentes collectivités. Ah, pardon. Donc là, on a une petite quinzaine de minutes pour des échanges. Donc, si vous avez des questions, des témoignages, c'est bien volontiers. Je vois déjà deux. Je vais vous proposer il y a plein de mains qui se lèvent, donc on va faire un premier tour de prise de parole. Merci. Vous, après, là-bas. Je suis
Jean-François Dibiona. Je suis maire de la commune de Kola-Papa, une commune à la périphérie de Yaoundé. Yaoundé, c'est la capitale politique du Cameroun. Je voudrais d'abord revenir au plan institutionnel pour appuyer et accompagner ce que le président a dit du RACES, pour parler un peu très rapidement, hein, je ne vais pas beaucoup de temps, très rapidement, de l'évolution du système au Cameroun. Vous savez, quand vous regardez au Cameroun, aujourd'hui, il y a quelque chose qui va vous frapper. Vous êtes à Yaoundé, vous allez entendre prison centrale, pharmacie centrale, marché central, et il y en a. Alors, depuis quelque temps, le gouvernement s'est engagé dans une politique volontariste de décentralisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, ceci induit un nouveau type de rapport entre l'État à travers les communes et les populations. Alors, la problématique, c'est quoi donc? Ça veut dire que vous avez posé une question très intéressante tout à l'heure sur l'implication et l'intégration de la politique publique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette émission. Donc, voilà un peu, très rapidement, je pourrais dire beaucoup de choses, mais comme il y a beaucoup de gens qui sont levés, je vais très rapidement vous remettre le micro en vous disant que notre objectif, dans le cas, c'est celui-là. L'accompagnement, je crois qu'il y a une chose qui a été dit qui était intéressant. Comment aujourd'hui aménager le territoire communal pour faire face à tous les défis, qu'ils soient fonciers, qu'ils soient l'école, tout ça là, pour que nous puissions répondre de façon positive et optimale à tous ces défis qui se posent à nous. Merci pour cette illustration de la problématique camerounaise, mais qui fait bien aussi focus sur le lien particulier entre OSS et territoire. Vous vous présentez, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Vous m'entendez ? Laurent Martinez, j'anime le réseau des collectivités engagées pour le commerce équitable au travers d'un label qui s'appelle Territoire du commerce équitable, que certains ici connaissent très bien, notamment sur la scène. J'ai trouvé ça très intéressant, la partie irrigation des politiques publiques, notamment au travers du témoignage de M. Vassalo, puisqu'on montrait qu'en partant justement d'un projet ou d'une thématique, et notamment le commerce équitable, on pouvait justement atteindre d'autres thématiques de la collectivité. Le commerce équitable est justement un bon exemple pour ça, puisque par exemple la ville d'Annemasse qui a travaillé sur une filière mangue au Burkina Faso, à irriguer ces politiques publiques en travaillant ensuite sur l'éducation et en faisant le lien avec les élèves des écoles primaires qui ont fait des relations avec les écoles primaires du Burkina Faso, ou encore en travaillant sur la consommation responsable de son territoire en partant de là. Donc ça, ce sont des choses qui s'irriguent au nord, mais aussi au sud. Et justement, on est au cœur du Cameroun avec les différents témoignages et je participe à un titre personnel depuis de nombreuses années sur un projet au Cameroun qui est parti des Pays de la Loire, un projet qui est une action aujourd'hui de transformation du cacao en chocolat. Et cette action, qui est un partenariat entre des acteurs du Nord et des acteurs du Sud soutenus par des collectivités, a irrigué au sud, sur la ville d'Ebolova, un certain nombre de politiques publiques. Et la ville d'Ebolova vient de lancer là récemment, suite à ce projet-là et à sa démultiplication, qui je rappelle était vraiment sur le cacao, une marque propre, une marque de territoire qui va toucher différentes activités en lien avec des coopératives et des artisans locaux. Et ce même projet a tenu un séminaire national à Yaoundé, soutenu par le ministère de l'Agriculture, avec différents partenaires et différentes collectivités. J'ai participé à ce séminaire-là pour démultiplier ce projet-là. Donc on voit que sur des projets de coopération qui peuvent sembler modestes au départ, il y a une vocation de démultiplication à la fois au sud et aussi à irriguer les politiques publiques au nord. Et ça, c'est vraiment intéressant de le lire et de bien souligner dans ce débat, c'est vraiment intéressant pour ça. Ouais. Merci pour ce témoignage. Alors, là, il y avait une demande de micro. Il y en a une là, après, il y a en haut. Non. Oui. Bonjour. Jean-Lucien Mazot. Je représente le secteur associatif d'une association qui s'appelle Monnaie Démocratique France.
Et j'ai 3 questions. Et pour me permettre juste avant de arrêter les idées reçues quand on entend les mots monnaie démocratique, des choses comme ça. Donc, on n'est pas une crypto-monnaie, on n'est pas une nouvelle monnaie locale, alors, on n'est pas une Libra glisse ou cachée. Et alors, juste pour introduire de quoi on parle, je pose une question. Si vous avez sur vous tout de suite des cartes électorales de vote, levez la main. Ça, c'est déjà vu. Hein. Voilà. Et si vous avez sur vous un billet ou une carte bancaire, levez la main. Voilà. C'est pour ça qu'on s'appelle monnaie démocratique en 2 mots. Et du coup, moi, j'ai 3 questions pour aller dans votre sens, parce qu'on n'est pas une collectivité, mais on est là aussi pour une initiative citoyenne, civile, pour accompagner ce que vous voulez faire, parce que ça va dans notre sens à nous aussi. Dans le sens, du coup, vous avez parlé de coopération. On n'est pas prophète dans son propre pays. Je vois qu'il y a 8 pays représentés ici. Est-ce que vous avez des outils d'ordre numérique, applications ou plateformes, à votre coopération à vous en interne? Et si oui ou non, nous, on est intéressés à participer avec vous pour travailler avec vous dessus. Et ça, c'est ma première question. J'ai une deuxième question qui répond à ce que vous avez dit tout à l'heure sur notamment avec Extrême Commune également. Pour faire de la communauté, faire du local, comment on fait? On aimerait bien aussi travailler avec tous ceux qui voudraient travailler là-dessus, aussi avec notre approche, partager, proposer de participer au projet. Et comment installer son projet? Vous avez parlé tout à l'heure aussi, il faut du temps, il faut de la personnalité sur les territoires, des choses comme ça. Voilà, on aimerait aussi vous rejoindre et travailler avec sur ces sujets-là. Donc si, au-delà de ces 3 questions, on est là toute la journée pour ça exactement, vous proposez de co-construire un programme de partenariat local de territoire avec l'Association française de l'ONG. Voilà. Et du coup, je vous remercie on est relativement nouveau sur ce type d'acteur et de voir que c'est déjà comme ça, on est très content. Merci. Merci pour ces questions auxquelles on va répondre. Oui. Merci beaucoup, madame. Oui, c'est bon, ça marche. Des interventions courtes parce qu'on arrive à la fin de notre temps et si on peut prendre toutes les questions, merci à chacun d'être court dans ces interventions. Je voudrais saluer les panélistes pour la qualité de leur intervention. Je voudrais particulièrement m'adresser à M. Bassalo pour la coopération des femmes de pleine commune. Je suis Barkindo Ibrahima, maire de la commune de Gawa 2e au Cameroun. Ma commune a mis en œuvre un projet. Ma commune a mis en œuvre un projet d'autonomisation de la femme qui repose sur l'épargne et le crédit. Le crédit pour leur permettre à ses membres de créer des activités génératrices de revenus afin d'améliorer leurs conditions de vie et au-delà les conditions de vie de leur famille. Nous avons été accompagnés par l'AIMF. Aujourd'hui, on est à 260 associations. Chacune d'elles regroupe 30 membres. Ça fait 7800 femmes membres. Et l'épargne cumulée de ces associations avoisine de 800 000 euros. Et les conditions de vie comme résultat, si vous voulez rapidement, les conditions de vie de ces femmes se sont beaucoup améliorées. Elles ont accès aux soins de santé de qualité. Elles arrivent à envoyer leurs enfants à l'école. Elles arrivent à contribuer à la vie des ménages. Les maris sont contents, tout le monde est content. Je voudrais donc demander à M. Bassalo si on ne peut pas échanger cette expérience avec la pleine commune, je crois, c'est ça, avec la pleine commune. Merci. Merci. Une question là-bas, il y a encore une question au fond de la salle. Oui. Viens parler dans le micro. Ouais. Bonjour, je suis Maria de l'université. On n'entend pas, il faut que vous parliez vraiment plus près du micro. Bonjour, oui, je suis Maria en fait de l'université de Lima en Corée du Sud. Déjà, avant tout, je suis vraiment très contente et heureuse de participer en fait, ici aujourd'hui.
En Corée aussi, en fait, effectivement, on a une sorte de ESS. Et les collectivités, chaque territoriale fait en sorte de mettre en œuvre tous nos efforts pour effectivement mener des projets un peu comme ça. Je pense qu'en fait, grâce aux différents échanges qu'on va pouvoir aborder, on va avoir la chance de faire des relations en fait, plus en lien avec la futur. Je pense qu'on va avoir vraiment la difficulté d'avoir beaucoup de personnes, par exemple, et bien en France. Nous avons effectivement entendu qu'il y avait 7 maires venant du pays de Cameroun. Nous voulions savoir quelles sont en fait vos attentes principales. Merci. Peut-être donner le micro à Jean-Philippe. Il y a encore une prise de parole devant. Puis après, on arrêtera là pour passer à la table ronde suivante. Jean-Luc Chevalier de la manufacture coopérative. Donc moi j'avais une question, c'était par rapport aux collectivités. Comment intéresser d'autres services des collectivités à ces questions donc, de coopération internationale? Puisque majoritairement pour l'instant c'est quand même la coopération décentralisée, ce sont des services qui s'attachent plus à la solidarité internationale qui sont investis. Or, on pourrait tout à fait imaginer que les services qui sont plus attachés au développement économique puissent être intéressés également. Actuellement, les principaux soutiens sont tournés vers le soutien d'entreprises locales à l'export. Et il y aura des enjeux économiques à ce qu'on soutienne l'import, mais dans des filières relocalisées et dans une dynamique un petit peu de création de valeur ajoutée locale aussi, grâce à des produits venant d'autres pays. Puisque de toute façon, nos collectivités ne pourront consommer uniquement que des produits locaux. Enfin, on voit bien dans l'alimentaire, il y a de toute façon des produits qu'on va consommer qui viennent d'ailleurs. Donc, je pense que ce sera intéressant de développer un argumentaire pour montrer que les filières d'import relocalisées peuvent aussi amener de l'emploi local, que ce soit en transformation, en distribution, et que le SF, du coup, pourrait jouer un rôle majeur dans cette dynamique. Donc, je crois qu'il y a un enjeu stratégique dans cette direction-là. Merci. Une dernière question. Bonjour, je m'appelle il faut vraiment parler près du micro parce qu'on entend mal. Vous m'entendez? Pas beaucoup, non. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Bégéja, je fais partie de l'agglomération de Saint-Gilles-Pontoise. Je suis porteur d'un projet de café solidaire. Et ma question est très simple, c'est que je ne sais pas comment faire intervenir les collectivités au sein de mon projet au niveau de l'agglomération. C'est une question directe auprès de Madame Saint-Germain-Quin. Donc voilà. Je vous répondrai en privé peut-être. Donc je vais vous proposer qu'on arrête, je vous donne chacun la parole si vous avez un mot ou une réponse à apporter, des questions concrètes, une inspiration. Donc, très très vite, pour répondre sur 3 points. 1, la façon dont les questions ESS sont suivies à pleine commune, elles sont soumises à un comité de suivi ESS dans lequel tous les acteurs locaux, institutionnels, mais surtout les structures sont invitées, et qui réunit 1 ou 2 fois par an 130 personnes, l'ensemble des projets qui sont soumis, et les principales orientations, c'est là qu'elles sont élaborées. Notamment sur la question financière, on travaille aussi à l'initiative d'ailleurs de la présidente du comité scientifique du futur campus Condorcet, à la création d'une banque culturelle, au pluriel de culture, dont l'une des idées, c'est aussi de travailler à une sanctuarisation des flux financiers au-delà des tontines habituelles. Donc, je suis très lapidaire pour répondre. Et puis,
pour vous rassurer sur la dernière question, nous, en ce qui les concerne, ce dont j'ai parlé, c'est porté au sein de la direction du développement local, du développement endogène, à pleine commune. C'est donc dans la question du développement économique, en lien avec la direction de la politique de la ville, donc du développement des quartiers, que ces questions-là sont posées. Et en ce qui concerne Saint-Denis, elles sont posées à la fois dans la politique de la ville et dans la direction du développement des solidarités. Merci d'avoir été bref. Je vous demande. Voilà, on est en train de se faire discuter parce que le temps presse pour la table ronde suivante, donc si vous n'avez pas de remarques, vous répondez de toute façon les échanges peuvent durer tout au long de la journée. Ouais, alors juste un mot. Oui, juste un mot. Il y aura du temps informel pour les échanges. Merci beaucoup. Nous sommes une délégation de 7 maires. Faire un petit commentaire, bon, parce que tout le monde a apprécié la qualité des intervenants.